Ce soir, Bernard donne un coup de projecteur sur les ressources en uranium de la planète. Il va nous parler des gisements d'uranium, de leur genèse, de leur prospection. Les ressources en uranium seront-elles suffisantes pour répondre aux besoins en énergie de la planète, compte tenu du réchauffement climatique, et pendant combien de temps? Actuellement, l'uranium est utilisé dans les réacteurs à fission de deuxième et troisième génération, mais les réacteurs à neutrons rapides de génération 4 seront vraisemblablement indispensables en attendant le thermonucléaire par la fusion contrôlée, même que celle accomplie par la nature de manière continue et spontanée dans les étoiles, puisse devenir une énergie abondante à la fin de ce siècle. Bernard, quand nous emmènes-tu faire un tour sur les rives de la Durance? Bon, eh bien, merci Dominique pour ces paroles un peu trop élogieuses. Tu nous parles de la Durance. Alors, je vais rebondir dessus. Je crois beaucoup en la fusion. Je crois que j'y crois beaucoup, mais je n'oublie pas que dans les années 50, quand j'étais à l'école de géologie élève, on nous disait que la fusion, c'était pour dans 10 ans. Et puis, ça a été repoussé toutes les décades de 10 ans. Alors, je crois qu'ITER marchera. J'espère qu'il produira plus d'énergie qu'il n'en consommera avant que je ne tire ma révérence. Mais je suis convaincu que la plupart des gens qui sont ici ne verront pas l'application industrielle de la fusion nucléaire. Pour limiter le réchauffement climatique, ce qui est notre problème actuel important, eh bien, je pense qu'il faut plusieurs choses. La première, c'est que nous apprenions à moins gaspiller, que nous devenions sobres. Ça, c'est difficile, parce que nous sommes tous impliqués. Et puis la deuxième, c'est d'utiliser les techniques qui sont au point, et entre autres l'énergie nucléaire, il n'y a pas qu'elle, mais l'énergie nucléaire, qui pourra aider, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, les matières nucléaires, l'énergie nucléaire, utilise des éléments radioactifs. Il y en a deux dans le tableau de Mendeleïev, l'uranium et le thorium. Alors, l'uranium est constitué de deux isotopes essentiellement. L'uranium 238 qui fait l'essentiel, 99,3%, et l'uranium 235, 0,7%, qui est le seul qui soit fissile. Et cet uranium, il a servi au départ à faire des bombes, mais on n'a jamais fait qu'une seule bombe avec de l'uranium 235, celle d'Hiroshima. Toutes les autres, c'est 66 000 aux États-Unis, 55 000 en Union soviétique, plus les petits États qui ont du nucléaire. Tout ça, ça a été fait avec du plutonium. Alors pourquoi? Le plutonium, quand on bombarde l'uranium 238 avec des neutrons, on fabrique à travers une série de réactions du plutonium 239, et c'est ça avec lequel qui est fissile, et c'est avec ça qu'on fait les armes. Alors depuis les années 50, on utilise l'uranium 235, soit à la concentration normale, soit en l'enrichissant, pour faire de l'électricité. Et actuellement, ça marche très fort. Le thorium, lui, il n'est pas fissile, mais il est fertile. C'est-à-dire que si on le bombarde avec des neutrons, il se transforme en uranium 233, qui lui est fissile. Alors, nous en parlerons tout à l'heure. C'est une voie intéressante qui a marché de plusieurs années dans toute une série de réacteurs aux États-Unis, donc ça marche. Mais je vous expliquerai pourquoi, pour nous, c'est d'un peu d'intérêt. Par contre, c'est intéressant pour des pays comme l'Inde ou la Chine, l'Inde qui n'a pas d'uranium et la Chine qui en a très peu. Donc, ces pays-là ont besoin, sont intéressés par le thorium.
Alors, l'uranium est un constituant normal de l'univers. On le trouve beaucoup dans les, enfin, on le trouve dans les météorites. La teneur dans les météorites est faible. Les chondrites contiennent 8 mg d'uranium à la tonne et 30 mg de thorium. Par contre, dans le manteau, il y en a déjà beaucoup plus, 20 mg, et surtout dans la croûte continentale, il y a 1,3 ppm, 1,3 g d'uranium à la tonne et 6,5 de thorium. Mais l'uranium se concentre essentiellement dans la croûte, dans tous les roches acides. Les granites alcalins peuvent contenir jusqu'à 50 grammes à la tonne d'uranium. Les granites perlumineux se trouvent beaucoup dans le massif central, les granites qu'on appelle les granites biotites et muscovites, ceux qui donnent les gisements d'uranium, on contient jusqu'à 30 grammes à la tonne. Les granites monomitiques, bon, c'est les granites banales, le massif du Mont Blanc, le granit des crêtes, le granit des ballons, en contiennent aussi pas mal. Et nous verrons qu'ils sont sans intérêt pour les prospecteurs. Et puis, il faut les équivalents exclusifs parce que les roches volcaniques acides contiennent de l'uranium comme les roches grenues acides, mais elles ont cet avantage, c'est que quand elles sont enfouies dans un bassin, elles se dévitrifient rapidement et l'uranium est libéré. Donc, les équivalents effusifs acides sont très intéressants pour les prospecteurs. Alors évidemment, ces teneurs de quelques dizaines de grammes à la tonne sont insuffisantes pour récupérer l'uranium de façon économique. Donc, on s'intéresse aux gisements, aux minerais. Alors, les minerais, eh bien, il y a des minerais qui font quelques centaines de parties par million, comme les alaskites, c'est-à-dire des espèces de granit en Namibie, ou bien des gisements phyloniens ou des amas comme MacArthur River ou Cigar Lake, qui ont des teneurs moyennes jusqu'à 20%, c'est absolument considérable. Alors, comment forme-t-on un gisement d'uranium? Eh bien, les prospecteurs, ils s'intéressent à trouver des roches sources, les granites à forte teneur, et ils ont prospecté un peu partout. Ils ont été dans les Vosges, ils ont travaillé dans les Vosges, où ils n'ont trouvé aucun gisement. Enfin, si, il y a un pipi de chat quelque part, mais à Crute, mais ils n'ont pas trouvé, et on va voir pourquoi. Dans le Limousin, ils ont trouvé très rapidement. Pourquoi? Parce que il faut que l'uranium de la roche source, qui est en faible teneur, soit dissous par des solutions, et qu'ensuite ces solutions migrent et soient piégées quelque part, dans des conditions de piégeage. Alors la recherche des sources, eh bien, dans les Vosges et dans le Massif central, voilà ce qui se passe. Voici par exemple un oxyde d'uranium, ce cube noir, c'est un oxyde d'uranium, UO2, qui se trouve dans un mica noir, la biotite. Et vous voyez qu'il est entouré d'un halo clair. C'est le minéral qui a été détruit par le rayonnement alpha de l'uranium. Et puis au-delà, vous voyez qu'il y a une bordure qui est foncée, c'est le réseau de la biotite qui est complètement désorganisé et c'est visible au microscope polarisant. Alors, l'intérêt de cette uraninite, c'est qu'elle est très facilement lessivable par des solutions acides et oxydantes. Contre, qu'on trouve ici, par exemple, dans les granites des ballons ou des crêtes, on a une uranotorite, UTH et SiO4, une uraninite, mais il n'y a pas toujours d'uraninite, il y a beaucoup plus d'uranotorites ou des uranotorianites qui ne sont pas solubles. Et alors là, il n'y a aucune chance d'obtenir des gisements. Les prospecteurs ne comprenaient pas pourquoi ils avaient des fortes concentrations d'uranium près de la surface, parce que c'était l'érosion qui avait détruit la roche, mais en profondeur, il n'y avait jamais rien. Eh bien, la raison, elle est là, c'est que l'uranotorite n'est pas soluble dans les solutions acides et oxydantes. Alors, les fluides
on sait les étudier depuis très longtemps, mais dans les années 60, voici une inclusion fluide d'un quartz du massif du Mont Blanc qui fait 150 microns de large. Eh bien, dans les années 60, on se contentait de chauffer et de refroidir sous le microscope. On congelait l'inclusion, on mesurait le point de fusion, on déterminait la température à laquelle la bulle de vapeur ou de gaz disparaissait. C'était un peu préhistorique, mais déjà on avait un certain nombre de renseignements. Et puis, les choses ont évolué assez rapidement. La microspectroscopie Raman est arrivée dans les années 70 et on était capable, sur une bulle de gaz, de déterminer la composition quantitative des gaz. Et puis, ensuite, l'attaque laser et la spectrométrie de masse, l'ICP-MS, dès les années 2000, a permis de déterminer en fin de compte quasiment tous les éléments du tableau de Mendeleïev dans des inclusions qui peuvent faire que 30 ou 40 micromètres de diamètre. Voici par exemple une série d'inclusions fluides du gisement qui ont participé, des inclusions fluides du gisement de Cigarlet, qui ont été piégées il y a 1,3 milliard d'années. Et vous voyez tout ce qu'on peut faire dessus. On détermine le point de fusion, la température à laquelle la bulle de gaz disparaît. On voit qu'il y a des cubes de sel, de la chlorite, etc. Il y a plein de mesures à faire et on a pu montrer que les réactions de ces flux de bassins qui ont une composition bien déterminée se remise en mouvement dans le socle cristallin par des mouvements tectoniques, entre en réaction avec les minéraux du socle cristallin et c'est cette réaction qui précipite l'uranium. Alors, donc il faut des pièges. Alors les pièges, vous voyez ici en bas la réaction 2iO2+, c'est l'uranium à la valence 6 qui se dépose sous forme d'UO2, l'uranium à la valence 4, et donc il faut une réduction. Les réductions, c'est ou la matière organique, ou le graphite, parce que le graphite, c'est pas du graphite parfait, ce sont des graphitoïdes, et à haute température, haute pression, ben, ils réagissent. Voilà. Les gisements d'uranium, ben, vous voyez, il y en a un peu partout dans le monde, c'est normal, des roches acides, il y en a un peu partout dans le monde. Alors, vous voyez, est-ce que je peux, non, je peux pas trop montrer. Vous voyez donc l'Europe. Alors, vous voyez la Tchéquie. C'est intéressant. Ben, ça va pas. Si je... Oui. Elle doit être. Pardon, oui. À la Tchéquie. Non. En même temps, tu as sur la flèche là-bas. C'est pas évident. Non, écoutez. Bon, vous voyez où est l'Europe. La Tchéquie, c'est le deuxième paquet à droite. Le deuxième paquet à droite. Alors, c'est intéressant parce que c'est là qu'en 1789, Klaproth a découvert l'oxyde d'uranium. On utilise l'uranium pour colorer les cristaux en bohème. Et il ne faut pas oublier que c'est Péligot, un chimiste français, qui, comme pour Baccarat, pour colorer les cristaux de Baccarat, a isolé l'uranium métal pour la première fois quelques années plus tard. Alors, vous voyez donc, vous avez la Tchéquie et la Saxe. Alors ça, c'est intéressant parce que les Russes, ont vu que les Américains avaient la bombe atomique, ils ont mis la main sur la Saxe tout de suite et ils ont retiré 220 000 tonnes d'uranium de la Saxe et 80 000 tonnes de la Bohème, alors qu'ils n'avaient quasiment rien chez eux à l'époque. Et nous avons, vous voyez le paquet qui est à gauche sur la France, nous avons récupéré beaucoup moins, parce que c'était moins riche, nous avons récupéré 75 000 tonnes environ en un demi. Et aux États-Unis, vous avez tout un paquet sur le Colorado, c'est là que les Américains ont récupéré l'uranium pour faire leurs bombes. Et au nord, vous avez un autre paquet, c'est le Saskatchewan, qui est la province uranifère probablement la plus riche du monde à l'heure actuelle.
Puis vous avez aussi l'Amérique du Sud, où il y a pas mal de gisements, mais la prospection n'a pas été très intense dans ces pays. Vous avez l'Afrique. Alors vous avez au milieu, vous voyez très bien le Niger. Vous avez le Katanga. Bon, je ne peux pas vous pointer, mais le Katanga, c'est là où il y avait le gisement de Chinkolo, un très beau gisement et qui a permis de faire la première pile atomique française, vous savez. Et puis, vous avez aussi Namibie, dans le sud-ouest africain, et puis les gisements du Witwatersrand, parce que les gisements du Rand, quand ils sont riches en or, ils sont toujours riches en uranium. Le problème, c'est que maintenant, on cherche l'or et l'uranium à 5000 de profondeur. Alors, c'est plus compliqué et on en retire moins qu'avant. En Asie, vous voyez à droite de la mer Caspienne le Kazakhstan, qui est le plus gros producteur actuel dans le monde. Alors, le Kazakhstan, il utilise une technique inventée par les Russes, par les Soviétiques des années 80, à laquelle je ne croyais pas trop quand je discutais avec les Soviétiques dans les années 80, parce qu'ils me contaient qu'ils avaient un uranium pas cher, etc. Et moi, je croyais que c'était de la propagande communiste. Mais en fait, ils ont été très malins. Ils font des forages, ils envoient une solution acide. Alors évidemment, pas partout, parce qu'il ne faut pas perdre la solution. Il faut que ça soit entre imperméables. Et puis, on dissout l'uranium, et puis avec un autre forage, on récupère la solution qui contient l'uranium. C'est pas cher du tout, et on arrive à des coûts d'extraction extrêmement faibles. Et puis alors, plus à droite, vous avez au nord de la Chine tout un paquet, c'est la Sibérie orientale, Krasnokamensk, dont je vais vous parler. En Chine, vous voyez quelques points. Il y a un certain nombre de gisements, mais ils sont tous très pauvres, parce qu'ils sont récents, et en général, les gisements riches ils font pas 200 millions d'années, il faut 1,3 milliard, 1,5 milliard, c'est comme ça. Et puis, l'Inde, il y a quelques points, mais l'expression pipi de chat, hein, il y a très peu de choses en Inde, alors qu'il y a beaucoup de choses en Australie. Tout au nord de la province de Darwin, vous avez l'équivalent de la province du Saskatchewan du Canada, avec de choses très riches. Au sud, près de Melbourne, vous avez entre autres un très très gros gisement de cuivre qui a l'uranium comme sous-produit. Donc, l'extraction de l'uranium est payée par l'extraction du cuivre, donc c'est très intéressant. Et puis, vous avez plus à l'ouest aussi pas mal de choses. Voilà, donc, comme vous voyez, il y a de l'uranium un peu partout, donc il ne peut pas y avoir de risque géopolitique pour l'uranium. Je pense qu'il y a des pays qui sont très sous-prospectés. Je pense à la Sibérie. Les Soviétiques ont utilisé la Saxe Bohème. Ils ne sont pas occupés de la Sibérie. Je pense qu'il y a certainement des tas de choses à trouver encore en Sibérie. Et puis, en Mongolie, il y a, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à inspecter et à trouver. Alors, je vais maintenant vous montrer quelques beaux exemples de gisements. Voici le gisement de Key Lake au Saskatchewan. C'est un très, très beau gisement arrière, trouvé par les en 1975 pour la société Bergbau. Et ce gisement, je ne me rappelle plus de teneur, mais c'est l'ordre de 5 à 7% au moins, donc très riche. En 15 ans, ce gisement, on a extrait plus d'uranium que pendant 53 ans en France, 80 000 tonnes. Ensuite, Cigar Lake. Alors, ça, c'est un cas d'école. Cigar Lake, vous voyez ici donc le Puyin et le lac Cigar à côté. Alors, pourquoi les Français, c'était comme ça à l'époque, ont-ils prospecté à Cigar Lake? Ils ont prospecté à Cigar Lake parce qu'ils avaient trouvé des conducteurs graphiteux par géophysique, prospection aéroportée, et surtout parce qu'ils avaient trouvé dans le lac, dans les vases au fond de lac,
un enrichissement inhabituel en uranium dans les bases. Donc, ils ont dit, s'il y a de l'uranium dans le fond de lac, il va y avoir quelque chose en dessous, donc on va faire des trous. Ils ont fait une campagne de protection et tous les sondages étaient stériles. Et puis, Partru, le patron de l'exploration, il était tellement écœuré qu'il a voulu limiter les risques. Il a demandé à Cameo, la société amicale et concurrente du Canada, de prendre la moitié, même un peu plus de la moitié du permis pour limiter les risques. Puis le dernier sondage, avant de plier bagages, il a tapé dans le gisement pour récupérer, ils ont récupéré l'uranium à 20%, plusieurs mètres. Pour dire, ce gisement, si vous le comparez aux Champs-Élysées, il est aussi donc, la place Charles de Gaulle jusqu'au rond Champs-Élysées, et c'est la circulante des voitures. Donc, c'est un gisement qui est quand même important. Il y a Hamilton, à une tonnage de 20%. Malheureusement, on a vendu plus de la moitié juste avant de le découvrir. Même chose pour la Sibérie orientale. Une photo prise en 1995, photo, j'aurais pu la prendre au Limousin. La même chose. Vous avez un front de taille dans le granit, plus ou moins écrasé, le granit des failles, et l'uranium est dans les failles plus ou moins telles que vous voyez ici. Alors, la personne qui était en charge de l'exploration de Krasnokamensk, je l'ai connue, Lydia Joukova, elle a fait un petit garlet, qu'elle a fait toute une campagne de sondages, et puis les sondages étaient tous stériles. Alors, le ministre de la Géologie a dit, vous arrêtez. Mais Lydia Joukova était une femme de caractère, pas arrêté. Elle n'a pas arrêté, c'est après. Mais elle n'a pas arrêté, et les sondages ont été positifs. Maintenant, il y a les soviétiques puis les Russes ont extrait 100 000 tonnes de ce série de gisements de Krasnokamensk. Il y a en tout 200 000 tonnes, 90% de la production russe d'uranium. Comme quoi, il faut de temps en temps avoir du caractère. Alors, à droite, le géologue, c'est le mari de Madame Lydia Ikouchova. Au milieu, c'est une vieille copine géologue interprète à Pétersbourg. Et à gauche, une anecdote très belle, ukrainien. À l'époque, en 1995, les relations entre l'Ukraine et la Russie étaient quand il y a beaucoup de gisements, c'est une promenade uranifère, et ici une coupe du bassin Athabasca en jaune qui repose, le bassin détritique du grès Athabasca, qui repose le socle cristallin de cette région, socle qui est enrichi en uranium. Alors, à gauche, vous avez le lake dont je parlais. Vous avez Lake dont je parlais également. Vous avez MacArthur, qui est plus long, qui est à 600 mètres, et puis Chikri, qui est à 700 mètres. Vous voyez, tout au long de cette discordance entre le Athabasca et le socle cristallin, les pièges mis dépôt de gisements d'uranium. Alors, je vous ai dit, pour trouver des gisements, il faut faire des sondages. Donc, c'est cher. Alors, voici un diagramme qui montre très bien comment ça passe. En 1977, 1979 même, vous voyez en bleu turquoise sont les dépenses américaines d'exploration minière en prospection d'uranium. Eh bien, ils ont dépensé en 1979 150 millions de dollars, ce qui est quand même une somme assez conséquente. Et les Européens dépensaient l'année
millions de dollars. Et vous voyez que, eh ben, on a des choses. On a trouvé Cigar Lake, Clean. Et puis après, pourquoi arrêter? Ben parce qu'il y a eu l'accident de Three Mile Island en 1979. Donc, l'uranium n'a plus le vent. Les cours on a un peu stoppé de faire de l'uranium. On n'a plus d'uranium, les cours sont effondrés. On a plus fait d'exploration. On a trouvé MacArthur parce qu'on était lancé dans c'est une retombée des précédents. On n'a plus trouvé grand-chose. Le problème, c'est que les sociétés minières ne sont pas qui fabriquent l'électricité. Les sociétés minières sont des sociétés qui ne peuvent investir que si les cours de l'uranium sont supérieurs à l'extraction. Vous voyez ici la courbe 1, qui est la courbe des cours. Les bâtons bleus sont les cours d'exploration. Vous voyez que tout les cours de l'uranium, les cours sont bas, on explore. Et vous voyez donc et puis ensuite en 2011, c'était remonté. 2011, il y a eu Fukushima, encore même problème. Et les cours se sont baissés. Et voilà, par exemple, les cours de l'uranium depuis Fukushima en 2011, là, il y a à gauche, en haut à gauche, $65 la livre d'uranium, et puis c'est baissé jusqu'en 2007, $18. Donc, il est clair que les sociétés minières ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Alors, c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe au niveau de chaque pays où j'y en plein milieu, il y avait un grand rectangle horizontal bleu clair. C'est le Kazakhstan. Alors, top 6, la production, et on est le prix de l'extraction. Vous voyez que le Kazakhstan, il a extrait beaucoup d'uranium à des coûts de $18 livre. Comme le cours, c'est les barres horizontales brunes, était aux environs de $30, c'est payant. Les Russes, tout à fait à gauche, ou toute une petite portion en lessivage in situ, aussi pas cher. Mais bon, le quatrième en partant de la gauche, c'est le Niger, c'est encore pas cher. Mais vous avez, à gauche de la barre verticale brune, vous avez la Chine et l'orientale. Eh bien, la Sibérie produit beaucoup plus cher que le cours de l'uranium. Alors, de mon point de vue, beaucoup d'importance ces pays-là, puis ce sont des pays où on intègre jusqu'à de la production jusqu'au kilowattheure, mais ça ne peut pas marcher pour les sociétés qui travaillent individuellement. Vous avez également à droite du Kazakhstan, vous avez Cigar Lake, avec des coûts de production de l'ordre de $20 la livre d'oxyde. Ben, Cigar Lake est teneur de 20%, il n'y a pas de problème, or que c'est très compliqué d'exploiter parce qu'on ne peut pas mineur Cigar Lake. Il serait irradié immédiatement. L'exploitation est totalement utilisée. Hein, on envoie cher qui détruit l'uranium, et puis on récupère dans des tuyaux et puis on envoie ça à l'usine. Même chose pour MacArthur, qui est le gros rectangle grisé sur la droite. Voilà. Donc, voyez quels sont les relations entre la production d'uranium et les besoins. Alors, vous avez la production, c'est la courbe fond quasiment noir, et puis les besoins, ce sont l'étireté bleu clair.
Alors, vous avez pour la production compté de 1949 à 1961. Et bien, pour faire les 70 000 ogives nucléaires américaines, 55 000 soviétiques. À ce moment-là, en 61, l'électronucléaire a à peine démarré. C'est l'électronucléaire qui consommait le plus, mais enfin, c'est le seul qui comptabilise, que le reste. Alors, vous voyez, la production monte, une production descend à partir de 61, et puis une inflexion en 1974. Et ben, c'est le choc pétrolier 73. Alors là, c'est lancé dans le nucléaire. À ce moment-là, en 80, après plusieurs années de déversation des centres de recherche géologie de l'uranium à Nancy, 6 mois ne le créait pas, parce qu'il y a eu Three Mile Island au 79, et les gens commençaient à pour le nucléaire. Et puis, vous avez donc Tchernobyl, évidemment, alors Tchernobyl en 86, vous voyez dans la production d'uranium, et puis replat, puis ça monte tout doucement jusqu'à Fukushima, montre des hésitations pendant un certain temps. Voilà. Alors, quel est le coût de l'amont du cycle de l'uranium? Alors, je n'ai pas qu'à de quoi que ce soit. Mes entrées, je n'ai pas mes entrées chez j'essaie chez Orano. On me dit, oh, mais tu n'as pas le droit. Bon, alors, j'ai un de mes collègues qui est un d'Orano et qui est un physicien nucléaire et qui connaît très bien tout ça. Et il a fait un calcul qui me paraît pertinent. Il dit en France, Dominique Grenèche, en France, on utilise 8 d'uranium pour faire 400 TWh. Ça veut dire qu'il nous faut 20 grammes d'uranium pour 1 mégawatt. 1 kilo d'uranium naturel, alors évidemment, à combien est de acheter de son uranium? Ce sont des comptes en termes qui ne sont pas liés au prix spot, au prix du marché instantané. Mais bon, dire que 4 euros du kilo, c'est tout raisonnable. Ce qui veut dire qu'il faut le coût d'un mégawattheure en uranium naturel, c'est 1,6. C'est très peu de choses. C'est-à-dire 3,2% du prix de l'électricité. Dans le coût du mégawattheure, je ne le connais pas. Et je ne vais pas vous le dire non plus. Mais, puis, suivant les réacteurs, il y a des réacteurs qui ont plus de travaux à faire que d'autres. Bon, entre 50 et 5 euros, on doit être dans la bonne. C'est ce que pense Dominique Grenèche, bonne raison. Donc, ça vous fait 3,2% du prix de l'électricité. Là-dessus, alors tout ça, c'est importé, 500 millions d'euros. Mais il faut ensuite convertir l'uranium, il faut l'enrichir, il faut fabriquer le combustible. Tout ça, c'est en France. Donc, ça fait 8%. Le combustible coûte 8% du coût. Donc, c'est considérable. Le prix de l'uranium peut, je ne veux pas dire s'envoler, peut monter de façon sans que ça mette en péril le coût de l'électricité. La production de l'uranium en 2018, plus récent, bon, ben, vous voyez là, en bas, Kazakhstan, gauche, l'Australie, la Namibie, l'Ouzbékistan, en gros, 1000 tonnes. Bon, quelle est la situation actuelle? Il y a une baisse du programme nucléaire du monde, une baisse en uranium naturel. Les lignes sont en surproduction. Il y a 8 années de stock, c'est considérable. Et la chute jusqu'à fin 2000, était telle que fin 2021, les à livre vide. Et sachant à cause du réchauffement
climatique vraisemblablement, et aussi en Ukraine. Donc actuellement, c'est à $57. La distribution des ressources identifiées actuelles, vous voyez qu'une bonne partie se trouve en Australie, il y a le Kazakhstan, le Canada, la Russie, ça, mais tout ça est donc bien réparti politiquement, mais ça peut assez rapidement dès que la protection redémarre. Où fournit-il? Eh bien, vous voyez, ça, je ne l'ai pas trouvé chez EDF, trouvé chez eux, parce qu'EDF est obligé de donner un certain nombre de choses. Eh bien, vous voyez, EDF se fournit partout. Fournit au Kazakhstan, en Australie, au Niger, en Ouzbékistan, en Namibie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. EDF, de toute façon, une partie de cet uranium vient d'Orano, qui est le fabricant de combustible français. Et Orano n'extrait pas suffisamment comme pour EDF. EDF, 9 000 tonnes, Orano n'est plus que 7 000 tonnes par an. EDF est obligé de faire un peu partout et acheter 50% de ses besoins à Orano. Les besoins actuels de l'uranium en France, 400 de 9 000 tonnes. De combien seront-ils en 2000 à réchauffement climatique et de nécessité d'effet l'utilisation des combustibles fossiles? Je ne peux pas le dire, mais par des scénarios par l'Académie des technologies, l'Académie des sciences pour le climat et d'autres, table sur en gros 800 TWh. Dans ce cas-là, il faudrait calculer l'utilisation de l'uranium et je sais que cela actuellement, lui, 60 000 tonnes d'uranium dans le monde. Les besoins, 60 000 tonnes. Et besoins actuellement dans l'Amérique du Nord, européenne en haut à droite, l'Asie du Sud en bas à gauche et l'Europe de l'Est en haut à gauche. Eh bien, ces pays ne sont pas d'uranium. Il faut prospecter ailleurs. La production mondiale, je vous l'ai montré, là, vous avez le Kazakhstan, au-dessus le Canada, en turquoise l'Australie, en vert c'est la Namibie, en vert clair l'Ouzbékistan, puis la Russie, le Niger, etc. Donc, ces pays peuvent produire encore pas mal d'uranium, mais qu'en sera-t-il en fonction de la capacité nucléaire? La capacité nucléaire mondiale est de 400 gigawatts actuellement dans les pays dont je vous ai parlé, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est. Actuellement, on a 43 réacteurs en service fin 2021, 57 en construction et 97 en projet. Alors, parmi la centaine de projets qui sont mis à exécution, je n'en sais rien, mais il est possible que les besoins en uranium s'envolent. C'est d'autant plus possible que la consommation d'énergie primaire dans le monde en 2020 est à 83% fossile. Vous avez à gauche le pétrole, le charbon et le gaz naturel qui font 83% de l'énergie primaire du monde en 2020. Et même pour l'électricité, vous avez le charbon et le gaz naturel qui font 63% de l'électricité produite dans le monde.
Donc, nous avons des efforts considérables à faire pour limiter le réchauffement climatique. Déjà, l'énergie nucléaire a été très utile. Vous voyez que en Union européenne, entre 1971 et 2018, on a évité l'émission de 23 milliards de tonnes de CO2. C'est quand même important. C'est quand même 17% des émissions de CO2. C'est donc significatif. Et les États-Unis ont évité la même quantité d'émissions de CO2. Alors, les ressources en uranium seront-elles suffisantes? Actuellement, on en a pour 130 ans, on a 8 millions de tonnes. Si la prospection redémarre, on pourrait ajouter 15 millions de tonnes sous réserve, mais bon, c'est plausible. On en aurait pour 250 ans au rythme actuel. Mais si les besoins, si l'énergie nucléaire redémarre vite, considérablement, et ça dépend de l'acceptation du public, évidemment, ça peut changer la donne. Alors, on pourra se tourner vers le thorium. Alors, le thorium, je vous ai dit, il n'était pas fissile, mais si on le bombarde avec des neutrons, on fait du thorium 233, du protactinium 233 et ensuite de l'uranium 233, qui est fissile, et du thorium, on en a. On en a, ce sont les résidus de traitement des terres rares. Par exemple, il y a énormément de monazite sur Terre, et la monazite contient de l'ordre 7 à 9% de thorium. Il est abondant à basse teneur dans énormément de massifs alcalins, dans toute une série de roches qui sont abondantes dans le monde. Mais le thorium a un inconvénient majeur, c'est que on sait très bien utiliser l'uranium. On a fait 80 années de recherche, développement et de développement industriel pour les bombes et pour l'électronucléaire, qui est issu, en fin de compte, de l'arme atomique. Parce qu'on aurait très bien pu, très rapidement, se lancer dans le thorium, mais on ne l'a pas fait. Alors, à mon avis, ça, c'est un problème majeur. Alors, je sais bien que les gens qui en ont un besoin impérieux, comme l'Inde et la Chine, travaillent sur le thorium et font des réacteurs au thorium, mais pour la France, qui a une énorme pratique dans le domaine de l'uranium, à mon avis, ça n'est pas valable. Il y a une recherche technique et industrielle à élaborer qui va nécessiter des investissements énormes. Alors, les ressources mondiales de thorium, je l'ai dit, il y a les États-Unis, le Venezuela, le Brésil, l'Inde, l'Australie. L'Australie est riche en minéraux de terres rares. Donc, il n'y a pas a priori de problème pour trouver du thorium. Là encore, la Chine n'est pas riche en thorium. La Chine, malheureusement, n'est riche ni en uranium, ni en thorium. Alors, si les besoins explosent, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on a 370 000 tonnes d'uranium appauvri. Alors, d'une part, il y a de l'uranium appauvri à 0,3%. On peut encore récupérer de l'uranium 235 parce que l'uranium appauvri, ça va être 0,15 à 0,30. Donc, on peut encore réenrichir l'uranium appauvri. Puis surtout, les filières à neutrons rapides, la filière au sodium, on a quand même fait 3 réacteurs en France. La filière au sodium très bien marché, Rhapsody, Phoenix et Superphénix. Si on fait marcher les filières au sodium, des filières, si on fait des réacteurs à neutrons rapides pour la filière au sodium, on a pour 3000 ans de réserve. Donc, on peut venir. Bon, il y a la filière fondue, très bien marché aux États-Unis, avec laquelle on peut mettre du thorium, avec laquelle on peut mettre de l'uranium, on peut mettre des tas de choses. On ne le fait pas en France parce que ça ne nous paraît pas indispensable, mais c'est démarré. Et puis les small modular reactors, j'en parle pas parce que c'est là mais on va en faire en France. Mais surtout pour l'exportation, que les petits réacteurs, ils produisent toujours plus cher que un small modular reactor. Actuellement, on prévoit le réacteur va coûter 1% plus cher que celui des gros réacteurs. Donc,
Voilà. Donc, je voudrais terminer en disant que il faut rester près des faits. Notre société veut s'intéresser à promouvoir la science et je pense qu'il faut être proche de la réalité et voir que à gauche, vous avez le taux de mortalité, accidents et pollution atmosphérique par kilowattheure, et vous voyez que le charbon fait 25 morts, le pétrole 18, le gaz 3, et puis le nucléaire 700e. Je pense que nous avons, nous tous, un rôle à jouer dans ce domaine. Alors, pour terminer, je voudrais quand même remercier mes collègues Arnaud, Christian Pac, Patrick Ledru, Régis Mathieu, ceux du Crédit Catlino, Julien Mercadier, et puis beaucoup d'autres, parce qu'au Crédit, il y a beaucoup de chercheurs, que c'est grâce à eux que j'ai fait cette présentation. Et puis, je vous remercie de votre attention. Voilà. Alors, merci Bernard. Nous allons passer aux questions. Vous pouvez utiliser les micros maintenant. Vous pouvez utiliser les micros maintenant. Mais il faut ôter le truc pour qu'on entende. Blandine. Tu ôtes ton masque. Je commence à la première. Donc, tu as dit qu'il y a des gisements à 20%. Oui. Mais on dirait que c'est exceptionnel parce qu'en général, on nous dit que pour 1000 tonnes de minerais, on n'extrait que 1 tonne d'uranium. Donc, est-ce que quand on nous dit ça, c'est une moyenne en tenant compte de ton gisement exceptionnel, hein, de Cigar Lake, ou bien est-ce que c'est en dehors de ces gisements exceptionnels, la moyenne générale qui a eu lieu en France, qui est au Niger, en Kazakhstan, etc. Il y a tous les cas de figure. Il y a des gisements à 20-30%, il y a des gisements à 1 pour 1000, 1 tonne pour 1000 tonnes, et puis il y a des gisements à 300 grammes à la tonne. En Mongolie, au Kazakhstan, je pense qu'on extrait à moins que ça, parce que on extrait sans faire de trou. On fait un sondage, on envoie une solution acide et on la récupère à côté, ça coûte pas cher. C'est le prix de revient qui détermine où on s'arrête dans la teneur. Juste la question corollaire par rapport à ça. En France, mais après les autres questions, je poserai quand personne ne posera de questions. Donc, en France, tu nous as dit qu'il ne pouvait pas y avoir de guerre pour l'uranium parce qu'il y avait de l'uranium partout, mais en France, on n'a plus d'uranium. Ou bien, on n'a plus d'uranium parce que les mines d'uranium ne fonctionnent plus. Mais si on voulait vraiment, si on avait besoin d'uranium, est-ce qu'on pourrait quand même trouver en France de l'uranium moins concentré? Il y a encore de l'uranium en France, mais on a quand même extrait l'essentiel. Il y en a encore. Mais quel est l'intérêt de chercher l'uranium en France quand on peut l'avoir ailleurs? Et puis, j'ajoute qu'on a quand même 370 000 tonnes d'uranium appauvri. Déjà, EDF a 3 ans de stock. Ensuite, ces 370 000 tonnes, on peut les réenrichir. Il y en a une bonne partie qui sont à 0,3% d'uranium 235. Une partie est à 0,15. Ce qui veut dire qu'on peut enrichir l'uranium avec des reflux, des rejets à 0,15. Donc on peut, moi à mon avis, on n'a pas de problème. Oui. Francis. Oui, deux choses. D'abord, une anecdote en Saxe. Et toute une série de mines à l'époque de la RDA qui n'étaient pas déclarées comme mines d'uranium. C'était Ah non, bien sûr, voilà, mais tout était secret. Il y avait un secret qui était toutes ces extractions, donc elles n'étaient jamais déclarées comme mines d'uranium. C'était des secrets soviétiques. Oui, enfin, les géologues allemands, j'en ai connu, qui travaillaient dans ces mines, ils étaient à un niveau de mine, ils n'avaient pas le droit de savoir ce qui se passait au niveau supérieur et au niveau inférieur. Voilà. Tout était dirigé de Moscou et c'est comme ça que ça se passait. Alors, autre chose,
dans les Vosges, il y avait le permis des ballons. Oui. Plutôt le ballon d'Alsace, parce qu'il y a le granit uranifère dans ce secteur. Oui. Mais là, il y a eu un choix de société, c'est-à-dire qu'on a protégé la nature et l'environnement, et le ballon, tout le secteur était classé en zone naturelle, inatteignable pour les mines. De toute façon, c'était avec comme tu disais, des teneurs assez faibles. Non, mais il ne peut pas y avoir de gisement d'uranium intéressant dans les Vosges, parce que l'uranium, dans le ballon et dans les crêtes, il y a de l'uranium, mais il n'est pas lessivable. Alors, cet uranium, il est détruit et lessivé en surface par l'altération superficielle, mais ça se bloque tout de suite en profondeur. Quelques mètres plus bas, il n'y a plus rien. Alors que quand ce sont les processus hydrothermaux, ça peut aller à 100 mètres, 300 mètres de profondeur. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même pas mal de radon dans les galeries. Ça, c'est inéluctable. Oui. Ça, les mines d'uranium sont toujours très ventilées. Et bon, moi, en tant que géologue, faisant de la science, j'échantillonnais au Limousin, par exemple, des choses intéressantes. Je faisais du laboratoire dans l'hiver, et puis l'été suivant, je voulais retourner dans les chantiers. Et on me disait, mais il n'en est pas question, c'est pas ventilé. Et plusieurs fois, j'ai laissé le géologue de la mine tout seul très loin où c'était ventilé, et j'ai été, en respirant le moins possible, chercher au milieu du radon les cailloux dont j'avais besoin pour continuer mes travaux. Là aussi, dans les Limousin, comme ce sont généralement des anciennes mines d'or, les Gaulois qui ont été reprises, comme pour chercher l'uranium, on se rend compte que finalement les populations gauloises ont été exposées à l'époque, sans le savoir, à des risques du même ordre. Oui, mais c'est pas les mêmes mines, hein, l'or et l'uranium. Ils ont été à chaque fois connexes. Ouais. Jean-Marie, tu nous as dit tout à l'heure que l'or et l'uranium étaient l'un à côté de l'autre. Ah, mais en Afrique du Sud. Ah, d'accord. En Afrique du Sud. Alors, Jean-Marie. Une question d'ignorant en matière de géologie. On comprend pourquoi la Chine a beaucoup de terres rares et pas beaucoup de thorium. C'est un phénomène géologique ou c'est un problème de management de l'information? Ils ont quand même du thorium, parce qu'ils ont quand même pas mal de terres rares, mais à vrai dire, je ne connais pas la composition des terres rares chinoises. Alors là, il faudrait demander à d'autres personnes. Moi, je suis. Mais tout ce que je sais, c'est que les Chinois ont très peu d'uranium. Ils ont des gisements, mais leurs gisements sont beaucoup plus récents. Or, les périodes qui ont été fastes pour le dépôt de l'uranium, c'est quand même 1,3 milliard, 1,5 milliard. À ce moment-là, on a piégé beaucoup d'uranium pour faire des gisements. Et puis, après, ce sont des reprises. Ce sont souvent des reprises, et les gisements chinois sont à faible teneur et faible tonnage, c'est vrai. C'est parce qu'il y a eu des étoiles à neutrons qui ont fusionné à ce moment-là. C'est quand même étonnant que tous ces métaux qui sont à peu près plus actinides, ils ont à peu près tous la même masse spécifique, qui ne se déposent pas tous en même temps. Ah ben, déjà, l'uranium et le thorium, ça n'a rien à voir. Hein. L'uranium a 2 valences. Et la valence 4, il est insoluble, et la valence 6, enfin peu soluble, et à la valence 6, il est très soluble. Le thorium n'a qu'une valence. Et pour bouger le thorium, il faut de la haute température. Alors que l'uranium, on le bouge très facilement. Un autre sujet de conférence. Gérard a une question. Oui, je voulais savoir pourquoi a-t-on arrêté l'expérience Super Phénix? Et est-ce qu'on n'a pas arrêté? Ah ben, Super Phénix, c'était pas une expérience, c'était 1200 mégawatts. Oui. Mégawatts, oui. Oui. Astrid. Oui. On est en train de perdre l'expérience, la compétence qu'on avait là-dessus. Encore une. Tout ça, c'est de la politique. Et est-ce que le fait que ce soit un refroidissement par sodium, ça a posé des problèmes?
Avec 2000, Non, je pense que l'utilisation du sodium est tout à fait maîtrisée à l'heure actuelle. C'était pas tout à fait vrai. Il semble qu'ils ont eu quand même quelques problèmes. Non, mais effectivement, on veut ne plus envoyer dans les échangeurs d'eau à l'intérieur du sodium, ce qui est une bonne idée. Mais enfin, Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix ont fonctionné comme ça sans problème. Hein. Alors, effectivement, on voulait avoir un échangeur de température supplémentaire dans Astrid, ce qui est une excellente idée. Bon, ça coûte plus cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réacteurs à neutrons rapides dans le monde qui fonctionnent au sodium, j'en connais 2 en Russie, BN600 et BN800, mais ils marchent comme des horloges. Et les spécialistes des réacteurs que je fréquente à la SFEN, bon, moi je suis tout à fait incompétent en réacteur, mais ils disent tous, les réacteurs à neutrons rapides, si on s'arrête à 600 mégawatts électriques, c'est parfait. Après, ça se complique. Bon, par exemple, le 1200 mégawatts que EDF avait imposé pour que ça coûte moins cher, c'était une erreur. Bon, mais enfin, ça a très bien marché. Il y a eu quelques pépins, mais ça a très bien marché. BN600 et BN800 fonctionnent très bien et les Chinois en font actuellement. Moi, à mon avis, on n'y coupe pas à redémarrer les neutrons rapides avec la filière au sodium. Actuellement, en France, c'est arrêté parce que on a l'EPR. On a l'EPR, non, bon, il y a eu des problèmes. Bon, non mais attendez, pendant 20 ans, on a arrêté de faire des réacteurs. On a la politique. Les politiques ont complètement démobilisé l'industrie nucléaire française. Alors, on a perdu la compétence. Bon, quand je pense que maintenant, on l'a obtenu, à une clé point, il y a des retards, mais ils sont essentiellement dus au Covid. Ils ne sont pas dus, comme à Flamanville, au fait qu'il a fallu réapprendre. Non, moi, je crois que l'EPR, il ne faut pas cracher dessus parce que maintenant, je pense qu'EDF est capable de faire. Mais c'est toujours la même histoire. Il faut que la population accepte. Si la population est contre, et il faut que les médias arrêtent de raconter n'importe quoi. Et c'est en ce sens que nous avons tous un rôle à jouer. J'ai envoyé une lettre au directeur de l'Est républicain il y a 2 jours pour lui dire que son journaliste qui parlait du nucléaire dépassait les bornes. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse tous, ça. Jacques Duclois. Oui, j'avoue mon ignorance totale sur le sujet. Bon, Ça n'empêche pas de poser une question. quid des déchets? Est-ce qu'on sait actuellement projeter la gestion des déchets pendant 200 ou 300 ans? Et quid des accidents? Est-ce qu'on peut espérer avoir, si je reprends ce qui s'est passé avant, un accident peut-être relativement gérable tous les 30 ans ou est-ce qu'on a des projets là-dessus? Bon, alors, les déchets. Pour moi, le problème est résolu. Je parle en géologue. On les met à 500 mètres sous terre dans des roches imperméables, on s'entend, 10 puissance moins 13 mètres secondes. Hein, c'est que moins 13, c'est quand même pas mal. Bon, et ils y resteront parce que il n'y a rien qui est soluble en dehors du chlore 36 et de l'iode 129. Donc, l'iode 129, oui. Enfin, il y a un iode et un chlore qui vont se balader, mais ils vont se balader avec une vitesse telle, la perméabilité étant si faible, que à l'exutoire, on sera très en dessous des normes, on sera 2 ordres de grandeur en dessous des normes. Donc pour moi, le problème des déchets est un problème de journalistes et d'antinucléaires, c'est pas un problème de scientifiques. La mobilité est gérable. Voilà, c'est tout à fait gérable et c'est géré. Alors, la deuxième question, c'était Les accidents. Alors, les accidents. Il y a eu 3 accidents. Alors, il y a eu 3 accidents. Alors, passons-les en revue. Three Mile Island. Accident qui a défrayé la chronique et qui a fait peur à toute l'Amérique et le monde entier.
ben, il s'est rien passé à l'extérieur. C'est-à-dire que le cœur a fondu. Le cœur a fondu. Le réacteur était tout neuf. Il était foutu. La société a perdu un certain nombre de milliards. Mais il y a eu plusieurs centaines de femmes qui se sont faites avorter aux États-Unis. Il y a eu, les gens ont eu peur. Il n'y a pas eu de radioactivité qui a été à l'extérieur du dôme de béton. Tchernobyl. Alors Tchernobyl, c'est un cas tout à fait différent. Ce sont des réacteurs instables. Il n'y avait pas de dôme de béton. On pourra en parler. Moi, Tchernobyl, je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Hein. Les Soviétiques ont fait des essais complètement aberrants. Hein. Pour partir en vacances, on coupe à Moscou, on coupe les sécurités. Enfin bref. Mais il y a eu des films là-dessus qui sont très bien faits. Hein. Très bien faits. Bon, Fukushima, il n'y avait pas d'autorité de sûreté nucléaire. Pas de personnel, pas de budget, une collusion totale avec les exploitants. À la SFEN, nous avons un certain nombre de gens qui font partie des organismes internationaux. Et il y en a un, je ne sais plus son nom, mais un jour, il est arrivé à une réunion, je vais tous les mois, enfin j'allais avant le Covid, tous les mois à une réunion à la SFEN, et un jour, il est arrivé, il nous a dit, mes chers collègues, c'était avant 2011, hein, le prochain accident, il est au Japon, et il sera chez TEPCO. Pourquoi? Parce que chez TEPCO, tout le monde se met au garde à vous devant le patron. Tout descend de haut en bas, et il n'y a jamais rien qui remonte. Hein, et ça n'a pas loupé. Ils ont mis les diesels en bas pour faire des économies d'énergie, hein, sous le niveau de la mer, pour faire des économies d'énergie. La centrale d'Onagawa, qui est 50 km au nord, avait mis ses diesels où il fallait, et en plus, elle avait suivi ce qu'avait demandé l'autorité de sûreté. Quand le tsunami a eu lieu à Fukushima, tout a été balayé, sauf les 2 réacteurs qui avaient leur diesel au-dessus. Il y en a 2 qui avaient le diesel au-dessus. Et à Onagawa, la centrale, elle a été arrêtée parce qu'on lui a demandé d'arrêter, mais elle aurait pu continuer. Et les gens du village de Nagawa ont été hébergés par la centrale pendant 1 mois, parce que c'était le seul endroit où on pouvait être en sécurité. Non, c'est Fukushima. Alors, où il y a eu un drame, c'est qu'on a évacué 150 000 personnes. Et il y en a inutilement. Parce que ces gens-là seraient restés sur place, ils auraient été un petit peu irradiés, mais il y aurait eu presque pas de mort. Mais là, il y a eu de l'ordre de... Non, on le sait. Tout ça, ça a été calculé. Il y a eu 1500 morts, il y a eu des suicides, il y a eu des gens qui se droguaient, il y a eu... Bref, quand on déracine les gens, 150 000 personnes, ça ne peut pas se passer bien. Et c'était complètement inutile. On aurait pu déplacer peut-être 150, 200 personnes, mais pas plus. Voilà. Alors, quand je dis que le nucléaire fait 7 centièmes de mort par térawattheure, c'est y compris tous ces accidents. Alors, il peut y avoir effectivement quelques accidents, et il y en aura, mais si c'est tout contenu à l'intérieur du dôme, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a quand même il y a différents types de réacteurs. Hein. Les réacteurs type Westinghouse, qui sont les nôtres, sont vraiment de loin les plus sûrs. Et heureusement, c'est 70% des réacteurs mondiaux. Mais les réacteurs type General Electric, comme à Fukushima, c'est quand même moins sûr. C'est clair. Bon, nous allons remercier Bernard compte tenu de l'heure qu'il est. On pourra lui poser des questions pendant le pot qui va suivre. Et Bernard, merci encore pour cette belle exposition.